Mesdames et messieurs, bienvenue à le débat qui permet donc des échanges avec nos invités en plateau. Malheureusement, nous n'avons pas eu droit donc aujourd'hui à l'invité du soir, ce n'est que partie remise. Nous allons pouvoir aborder donc avec nos invités en plateau deux sujets relevant de l'actualité. Vous le savez, fin février dernier, le président Patrice Talon donc a accordé un entretien justement à nos confrères de Jeune Afrique. Il est revenu un peu justement sur sa gouvernance à la tête du Bénin, sur les prochaines élections et surtout sur sa succession. Nous en parlerons avec nos invités en plateau. Nous nous poserons quelques questions donc, qui susciteront bien évidemment les regards et les analyses de nos chers invités. Vous aurez droit également justement au regard des invités sur le procès d'Anniva. Vous le savez, mercredi prochain, ce sera la reprise de l'audience et donc une autre audience après le démarrage de cette session criminelle qui a été lancée donc le 11 mars dernier. Ça se poursuit. Nous allons pouvoir analyser quelques aspects donc liés à ce sujet. Je vous présente mon premier invité. Il a un nom, Mohamed Liamidi. Il est analyste politique. Mohamed Liamidi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs. Ah, voilà. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Isaac Adjaï, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir amis téléspectateurs. Vous êtes acteur politique. Et puis Théodore Moussa, bonsoir à nouveau. Oui, à nouveau, bonsoir Romuald, bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Mohamed Liamidi, vous avez suivi donc le président Patrice Talon. Vous avez lu justement son interview à Jeune Afrique où il a parlé justement de sa succession. C'est ce qui justement nous intéresse à la faveur de cette analyse, de ce débat. Et donc la succession déjà, quand vous voyez comment l'appréhension que Patrice Talon a de sa succession, qu'est-ce que cela suscite en vous comme déjà analyse? Ben, pour moi, les choses sont claires. Le président sait que le moment viendra, très bientôt, où il va falloir pour lui passer la main. Passer la main à un autre Béninois qui sera le président de nous tous, mais qui, dans l'esprit du chef de l'État, dans son souhait et dans le souhait des partisans, évidemment, du chef de l'État, dans le souhait aussi des partisans de tout ce qui se fait et depuis 9 ans, et donc bientôt 10 ans, et qui se fait et qui ont envie que ça continue comme ça. Donc, dans le souhait de ce grand groupe-là, veut que celui qui viendra puisse continuer sur le chemin tracé par le président Patrice Talon depuis 9 ans. Et donc, c'est la lecture claire que je fais de la chose. Et donc, le chef de l'État s'inscrit dans cet idéal-là et veut donc que celui qui viendra après lui, que ça ne soit pas le déluge, que ça ne soit pas le chaos. Donc, que la dynamique qui a pris depuis bientôt 10 ans puisse continuer. C'est la lecture globale que j'ai de l'appréhension du chef de l'État par rapport à sa succession et qui évidemment va prendre corps à partir des partis politiques, qui veut donc que la réforme du système partisan, qui pour moi est l'ancrage même de la rupture, puisse aller à son terme, c'est-à-dire puisse aboutir, qu'on puisse enfin avoir depuis 35 ans, c'est-à-dire que depuis la conférence nationale, où on a décidé que ce soit les partis politiques qui animent la vie politique de la nation, qu'on puisse avoir enfin un président issu des partis, et donc qui est là, qui vient donc pour mettre en œuvre un programme issu également des partis, une vision, une ligne claire qui se dégage à partir de ce parti-là, que cet homme-là va bien sûr incarner, qui devrait être en réalité celui qui incarne le mieux les idéaux de ce parti-là. Isaac Adjaï, sur la même question, votre regard sur mais surtout comment Patrice Talon appréhende sa succession. Ah mais non, hein, le président de la République a été très clair parce que il voudrait voir quand même un Bénin qui continue de gagner après sa mandature, après 2026 et bien au-delà. Donc il faut quand même qu'il travaille à nous sortir un très bon casting
Moi, quand je l'ai écouté de cette déclaration sur Jeune Afrique, je me suis dit d'abord, ce ne serait pas favoritisme. Parce que vous êtes proche de moi, vous êtes de ma famille. Quand il parle de sa famille, donc moi je parle d'abord du premier siècle autour du président de la République. On revient sur cet aspect de la chose. Okay, donc, c'est votre regard sur moi d'abord, de l'appréhension. Donc je pense que le président de la République travaille quand même pour nous sortir un candidat méritant. Quelqu'un qui pourra relever les défis qu'il a commencé par relever depuis 2016 et qui pourra continuer dans la dynamique de poursuivre les réformes qui ont été engagées. Donc je pense que je vais m'en arrêter là pour le moment. Théodule Moussa, quand on parle de succession et quand on a quand même un président de la République qui a opéré un certain nombre de réformes à la tête du Bénin, un président de la République également qui dit haut et fort qu'il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé au niveau des Béninois en termes donc de mentalité, en termes justement d'engagement, donc d'appréhension de ce que le Béninois peut apporter considérablement donc à la construction de sa nation quand on a justement un président pareil et l'appréhension qu'il fait de sa succession, qu'est-ce que cela suscite en vous comme justement analyse? Oui, merci Romuald. C'est le sentiment de quelqu'un qui a apporté du neuf, qui a fait du beau et qui je dirais, amener le Bénin à un certain niveau de développement économique, politique, etc., de niveau de développement en général, et qui a le souci de sa continuité. C'est quand vous écoutez le chef de l'État, et quoi qu'on dise, oui, c'est ce sentiment qu'il affiche. Oui, en tout cas, je trouverai quelqu'un qui pourra faire autant que moi et même mieux que moi dans ce que nous avons commencé depuis 2016. Il est préoccupé. Il y a ce sentiment d'être préoccupé par la situation. Vous lisez sans lui, mais c'est un homme. D'abord, à partir de ces gestes, vous pouvez lire, si vous êtes un bon gestionnaire, vous pouvez lire et comprendre, mais qui émet beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves pour ne pas faire éclater le grand groupe qu'il a réussi à créer pendant 10 ans, avec autant de réformes, autant de modifications, autant d'actions de développement, développement sur le plan économique, politique, etc. Le niveau de développement du Bénin aujourd'hui est assez appréciable. Et donc, si vous voyez, jusqu'à ce que l'ancien Premier ministre, Lionel Zissou, en parle tout le temps de bon oeil, avec des thèmes de félicitations, d'espoir. Et ça doit devenir une préoccupation pour tous les Béninois et d'abord pour le chef de l'État lui-même, qui, je le dis, je le répète, est très, très préoccupé par la suite. Comment faire pour que ça puisse tenir et continuer de la même lancée et faire mieux. Très bien. Et Mohamed Lamidi, le profil, on pourrait dire que le profil du dauphin du chef de l'État ou de celui qu'il aura donc à présenter peut-être à ses soutiens, le profil est connu. Quand on lit un peu justement cette entrevue du chef de l'État, le profil fait par Patrice Talon. Non, bon, pour moi, les choses, je n'ai pas l'impression que le président de la République est en train de faire une caricature de qui peut être ou bien de ce à quoi ressemblera le prochain président. Ce que je vois... En tout cas, son dauphin, pas le prochain président forcément. Moi, je ne pense même pas que le président de la République est dans l'esprit de dauphinat. Parce que moi, c'est un thème qui me gêne. Parce que si on continue pas à utiliser de ces vocabulaires, ça veut dire que la réforme a échoué. On ne peut pas parler de dauphin. Le dauphin, ça veut dire que c'est lui qui a taillé le truc comme il a voulu. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le chef de l'État a œuvré pour que le prochain président soit issu des partis. La preuve est que quand on lui a posé la question sur ce qu'il y a eu avec son ami Olivier Boko, il a dit que ce qui est regrettable, c'est que même si cette candidature devrait finir par s'imposer à lui, il est regrettable que cela n'a pas pris par le chemin des partis politiques. En fait, c'est ça le problème. Vous voyez ? Mais par principe,
lui, président de la République, lui, Patrice Talon, qui a gouverné le pays pendant 10 ans, pendant bientôt 10 ans, il dit qu'il n'est pas celui-là, il n'est pas ce genre d'homme à faire la promotion des amis ou de la famille. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il souhaite que le jeu se passe au niveau des partis politiques. Moi, la lecture que je fais de ce que le chef de l'État a dit, il a dit qu'au moment opportun, il va faire lui son choix. C'est-à-dire que la personne que lui, il estime qui est, comment je vais dire, qui est le plus à même de continuer sur la lancée, là, sur cette lancée-là. C'est ce qu'il a dit. Et donc, pour moi, ça veut dire que je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais ce que je comprends de ce que le chef de l'État dit, ça veut dire que parmi ce qui se dessinera au niveau des partis, lui fera son choix à lui. Et que c'est celui-là que lui va soutenir. Et donc, qu'il va faire en sorte que celui-là puisse être porté à la tête du pays. C'est la compréhension nette que moi j'ai de la chose. Néanmoins, ça se passera au niveau des partis politiques. Maintenant, si vous voulez parler du mécanisme par lequel on arrivera au choix du candidat, ça, moi, je ne saurais le dire. Il revient au parti de définir. Ceux qui parlent de primaire, ça peut ne pas prendre forcément la forme que tout le monde connaît ou la forme à laquelle beaucoup de gens peuvent s'attendre. Si vous vous attendez à ce qu'on puisse peut-être aller à un vote à l'intérieur ou à une forme de primaire, ça peut ne pas prendre cette forme-là. Il reviendra au parti de procéder, c'est-à-dire que de trouver le mécanisme pour aller à la désignation du candidat, quitte à ce que le chef de l'État puisse aussi faire son choix. Comment, justement, le chef de l'État ou le président de la République procédera peut-être à la désignation de quelqu'un qui pourra peut-être, qu'il pourra présenter à ses soutiens ou qui pourra être peut-être le prochain président? C'est ça, j'essaie de dire tout à l'heure, ce ne sera pas du favoritisme, parce que je suis proche du président de la République, parce que je suis très proche du président de la République. Tout de suite, de facto, il va passer ça. Quel est le mécanisme? C'est vrai. Non, les réformes sont là. Les réformes sont là. Donc, ça, forcément, ça va être une proposition des partis politiques. En interne, il l'a dit tout à l'heure. Et peut-être qu'en primaire, je ne sais pas trop, mais il y aura un mécanisme de sélection des candidatures à la candidature au président à la présidence de la République. Et quitte à valider peut-être un ou deux au sein des partis, finalement sortir le joker, celui qui sera dans joker dans le parti 1, parti 2, parti 3, parti 4, etc. par le nombre de partis politiques soutenant le président de la République. Et lui, peut-être, à partir de ce cocktail-là, il va porter son arbitrage pour dire celui-ci est à même habilité à mieux poursuivre les réformes qui ont été engagées depuis 2016. Donc, il faut peut-être donner le temps aux partis politiques de présenter leur candidat à la présidence, au président de la République, quitte à lui, à partir de ce moment-là, de dire finalement, vous avez fait votre partition, et moi, à partir du cocktail de candidature que vous m'avez présenté, moi maintenant, c'est celui que je veux soutenir. Est-ce que les partis politiques savent véritablement, les partis qui se réclament bien évidemment de la mouvance présidentielle, se préparent à pouvoir donc présenter leur choix peut-être à Patrice Talon, ou ils attendent Patrice Talon quand vous regardez un peu l'univers politique actuel, est-ce que les partis n'attendent pas Patrice Talon en réalité? Non, les partis fonctionnent normalement quand même. Les réformes sont là, les tests sont là, les partis fonctionnent. L'administration de chaque parti politique est en train de fonctionner. Il n'y a pas de problème. Chaque parti a son administration, fonctionne normalement, ils savent ce qu'ils doivent faire au temps et à temps. Donc, laissons le temps au temps, rien ne presse. Et chaque parti en interne est en train de travailler sur sa politique de sélection de la candidature. Nous sommes en 2026. 2026, c'est une année charnière. Donc, personne ne dort dans les états-majors. Enfin, nous sommes en 2025. Pardon, en 2025. 2025 est une année charnière pour aller aux élections en 2026. Donc, les états-majors, les gens sont en état de veille dans les états-majors des partis politiques. Donc, à tous les niveaux, pour toutes les élections, soyez rassurés qu'aujourd'hui, à partir des réformes, chacun sait ce qu'il doit faire dans chaque parti politique. Et
pour permettre à ce que, effectivement, les réformes soient, comme on le dit, soient expérimentées une fois de plus encore à l'étape des élections générales, pour que nous puissions nous frotter la main pour dire voilà ce qui a été réussi dans ce qui a été engagé, et voilà ce qui reste à corriger et à parfaire dans les années à venir. Très bien. Théodore Moussa? Non, je pense que si on ne procède pas tel que les tests l'ont indiqué, la réforme au niveau du système partisan, je crois qu'on aurait échoué. Le système, la réforme intervenue au niveau des partis politiques aurait échoué parce que ça a été clair et c'est à cela que tout le monde travaille pour ça. Alors pour le choix, oui, le chef de l'État peut, lui, à son niveau, au regard de ce que les partis politiques peut-être auraient proposé, peut avoir son droit de regard. Et puisque c'est lui, c'est de sa succession qu'il s'agit, c'est lui qui est le responsable de tout ce qui a été fait jusque-là, il peut avoir un dernier mot à dire. Mais toujours est-il qu'on partira. Moi, je ne sais pas si la formule de, je dirais, les primaires, etc., je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il qu'il y aura forcément des candidats qui viendront de ces partis politiques ou de l'ensemble, peut-être un ou deux candidats de la mouvance au départ, pour aller à la présidentielle, et ces candidats-là auront l'aval. Vous savez, et si vous observez un peu ce qui s'est passé, et en 2015, la stratégie utilisée par le président, le candidat, M. Patrice Talon, et vous allez comprendre qu'il a beaucoup de cartes avec lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il aimait, quand vous l'écoutez, le connaissant, il aimait beaucoup de réserve. Et il a parlé très peu sur ce demande, de peur de lâcher déjà les mots qu'il ne devrait pas lâcher. Tout à fait. De toute façon, il a dit d'ailleurs qu'il fera connaître justement celui qu'il aura choisi le plus tard possible. Oui. Vous savez, il y a une précision, enfin, c'est ce qui pour moi se dégage de ce qu'a dit le chef de l'État. Quand on a parlé on cherche le mécanisme, la formule pour désigner. Mais c'est déjà dit, celui qui est le plus à même de faire progresser sur la ligne, c'est-à-dire que sur le chemin qu'on a tracé là. C'est ça en fait le critère, c'est ça en fait le mécanisme. C'est-à-dire que si à l'intérieur, on voit celui qui incarne au mieux cela, ça peut être une, ça peut être deux personnes, et que par le concours, je le dis comme ça, hein, du chef de l'État, qu'on en arrive maintenant à désigner celui, c'est-à-dire que de deux ou de trois, celui qui incarne au mieux. C'est vrai qu'on se focalise plus sur le président, alors que c'est un duo présidentiel. C'est ça en fait, c'est ça en fait la chose. Donc, quand on voit la chose de cette façon-là, c'est de voir par rapport à tout ce qui se fait, et tout en ne s'éloignant pas de la ligne des partis. Ça veut dire que non seulement la personne, de mon point de vue, je fais mon analyse, à mesure et qui est le plus à même de continuer ce qui se fait, mais aussi qui incarne le parti. Parce que la dimension parti doit être dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir quelqu'un et qu'on se retrouve que par rapport au parti, franchement, qu'il y a un décalage. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de ça, c'est-à-dire que c'est le mélange, le dosage avec ces principaux critères que je viens d'énumérer là, qui va, de mon point de vue, concourir à dire que c'est telle personne, bien sûr, avec la bénédiction du chef de l'État, puisque c'est lui ici, le chef de la mouvance. Et il faut comprendre que ce qui fait la différence ici, c'est que nous avons des partis, mais qui sont nés aussi, non seulement à partir de la volonté du chef de l'État de réformer, ce n'est pas la volonté de créer des partis, mais la volonté de réformer, mais l'inspiration, c'est-à-dire que celui qui a impulsé la ligne ici, qui puisse inspirer la vision du développement, c'est aussi évidemment le président de la République. Il y a peut-être une orientation, chers invités, il y a peut-être une orientation donnée par le chef de l'État quand il dit que lui ne procédera pas à la promotion donc, de son clan. On pourrait dire que même si les partis devraient donc être appelés à pouvoir donc désigner des candidats pour les soumettre donc au chef de la majorité, ça veut dire que ça ne doit pas être de son clan. Mais là, le clan de Patrice Talon,
qui fait partie du clan de Patrice Talon? Qui n'en fait pas partie. Qui est le clan de Patrice Talon? Vous savez, le chef de l'État, pour ce qu'on a pu observer depuis bientôt 9 ans, il ne faut pas, c'est-à-dire quand il dit les choses, ce qu'il fait souvent, très souvent, ne s'éloigne pas de ce qu'il dit. Il est juste dans ce qu'il dit. Quand il vous dit, ça veut dire que quand vous cherchez, quand l'acte est posé, ça ne s'éloigne pas de ça. C'est toujours autour de ça pour ne pas dire que c'est ce qu'il fait. Donc, il a l'habitude de faire ce qu'il dit. En tout cas, il nous a habitués à cela. Et bon, quand j'ai entendu cela, bon, vous savez, quand on en arrive là, on est tenté de retourner voir ce que ça veut dire exactement clan dans le dictionnaire. Et quand vous retournez dans le dictionnaire, dans l'européen, clan, c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus qui ont soit des idées ou des goûts en commun. C'est ce que clan veut dire. Et donc, si je ramène ça dans le contexte actuel, quand le président dit que ça ne va pas être quelqu'un de son clan, donc pas être quelqu'un qui a peut-être des goûts en commun avec le chef d'État ou bien des idées en commun. C'est pour dire quoi? Lui n'est pas issu des partis. C'est mon analyse à moi. Lui, le président de la République, le président actuel, il n'est pas issu des partis. Donc, il ne provient pas des partis. Pour moi, je veux recentraliser la chose là. Ça veut dire qu'il redonne ça encore, il remet encore le jeu au niveau des partis. C'est ce que je veux comprendre par clan. Parce que le parti politique, ce n'est pas le clan du chef de l'État. Il y a l'UP, le Renouveau, on peut encore le dire comme ça. Il y a le BR, il y a Moël, il y a tous ceux-là qui sont des partis qui soutiennent l'action du État, donc qui sont de la mouvance, pour ne pas dire la mouvance plurielle. Donc, c'est des partis politiques avec des idéaux, avec des visions claires du développement. Donc, pour moi, ce n'est pas un clan. Et donc, les membres des partis, des différents partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État et qui ne font pas partie du clan, selon vous? C'est la compréhension que j'ai de la chose. Puisque vous ne pouvez pas me dire qu'un parti qui est porté sur une vision et qui a un programme, c'est pas un clan. Non. Puisque la définition de clan, c'est un groupe de personnes, d'individus qui ont des idées, des goûts en commun. Un parti, ce n'est pas ça. Un parti, c'est bien plus que des idées en commun. C'est des valeurs, c'est une vision, c'est des programmes, ça va au-delà. On ne peut pas dire, de mon point de vue en tout cas, on ne peut pas dire qu'un parti est un clan. En fait, on parle des membres. Les membres du parti ne font pas partie du clan de Patrice Talon, vous voulez dire? Ce que je veux dire, oui. Je reprécise ce que j'ai dit. Le président a dit que ça ne va pas être quelqu'un de son clan. D'accord? Et moi, je dis, voilà la définition qu'on a de clan. Mais on ne peut pas dire qu'un parti politique est un clan. Très bien, c'est compris. Isaac Agaï, oui, la même question. Quand on parle de clan, quand Patrice Talon parle du refus, il refuse de promouvoir donc, les membres de son clan, de qui parle-t-il? Il parle de personne, il veut plutôt parler des relations particulières qu'il a avec les uns et les autres. Pour dire, vous n'allez pas profiter, même si vous êtes méritant, de ces relations pour que moi j'agisse. Ça va se faire, le jeu va se jouer dans les réformes engagé depuis 2019 pour les réformes du... Mais comment il parle de personnes? Non, de clan, ce sont des personnes qui font partie du clan. Laissez-moi aller au bout, de mon analyse. Le président de la République, à ce niveau-là, n'aide pas individuellement les amis. Les amis, parce qu'il faut reconnaître qu'il est au cœur d'une majorité, mais il a des relations particulières avec certaines personnes qui peut-être sont peut-être méritants ou peut-être plus méritants. Ne vous attendez pas à ce que j'agisse pour que vous soyez sélectionné par vos partis politiques. Le combat se fera dans votre groupe là-bas. Quand vous aurez réussi à vous imposer et que votre candidature sera portée par le parti, par vos amis, dans une adhésion, parce que ce n'est pas quand le président pas choisi, ce n'est pas le président qui va faire campagne, ni vendre les idéaux. De toute façon, il a dit clairement, il ne sera pas inactif. C'est la famille politique. Donc, ne comptez pas sur moi par rapport à vos relations personnelles, interpersonnelles qui me lient avec certains d'entre vous, pour que je puisse agir sur votre candidature. Si vous voulez être candidat, battez-vous. Primaire, ou je ne sais pas comment on va appeler ça au sein de chaque parti, faites en sorte que votre candidature soit imposée et sortez de la sélection là-bas, du filtrage là-bas, et dès que ce sera messieurs
mon bureau, je verrai par rapport au cocktail de candidatures à la présidence qui me seront présentés pour voir si vous êtes le plus méritant. Là, ce ne serait plus une question d'amitié personnelle. Cela, maintenant, devient un challenge pour lui parce que c'est un défi à relever pour que les réformes puissent se poursuivre, pour que le Bénin, et lui, il a dit tout à l'heure, M. Tchodi, là, il a dit tout à l'heure, pour que le Bénin, qui a commencé par être construit, puisse continuer par être... Le chantier Bénin puisse continuer par être construit pour qu'effectivement, ce qui est plus beau au Bénin aujourd'hui continuera d'être des merveilles dans les mois, les années à venir. Très bien. Théodule Moussa, le clan, vous attendez Mohamed El Hamidi, vous attendez Isaac Adjahi. Est-ce que cela vous permet d'avoir, ou quelle est votre appréhension, vous, quand on parle du clan, quand Patrice Talon parle de son clan, c'est qui les membres du clan, qui en fait partie? Le président de la République, Patrice Talon, est le seul, véritablement le seul, et le seul d'ailleurs, à bien comprendre ce qu'il veut dire en parlant de clan. Nous autres, ce sont des analyses, des suppositions que nous allons faire, des interprétations. D'abord, autour d'un chef d'État, il y a toujours des siècles. Moi, je parle du siècle. Il y a toujours des siècles de plusieurs niveaux. Premier siècle, c'est ça le clan. Le premier siècle, ce sont des amis et des amis de vieilles amies qu'on connaissait même avant d'arriver au pouvoir, avec qui on a travaillé, en qui on a eu confiance pendant des années et on a travaillé. Le second, ça c'est des gens qui peuvent venir chez vous, que vous pouvez appeler à n'importe quel moment, avec qui vous pouvez discuter des sujets de leur. Deuxième clan, deuxième siècle, là c'est-à-dire dans le premier clan, il peut y avoir des parents et tout ça. Second clan, pour moi, second siècle, c'est ce qu'on a connu au cours du chemin. C'est-à-dire l'ambition qu'on a eue d'être président de la République, ce sont ceux-là qu'on a connus, qui ont prouvé une certaine loyauté envers le chef, en qui on a eu confiance, à qui on a donné les preuves, des occasions de faire leurs preuves, et qui ont fait leurs preuves et qui sont là. Troisième siècle, ça s'élargit, ça sort un peu du cercle fermé. Le premier, le deuxième, voire troisième clan constitue le clan ou le cercle fermé du chef de l'État. Et alors, quand le président Patrice Talon parle de clan, moi je dis, je reviens encore pour dire, il est le seul à savoir de quoi il parle. Très bien. Est-ce que les membres du gouvernement font partie du clan du chef de l'État? Ah non, c'est à lui de définir. Quand vous observez un peu... Encore, hein? Oui, observez un peu les nominations que le président Patrice Talon a fait depuis 2016. Ça, vous allez voir que il a fait confiance à des amis qui connaissaient depuis, en qui il a confiance. Observez un peu et faites les recherches. Vous avez des amis qui le connaissaient, en qui il a confiance. C'est pourquoi je parle du premier siècle. Et qui sont encore restés avec lui jusque-là. Il a fait confiance à des gens qu'il a connus. Deuxième siècle, au cours de son chemin, qui ont eu à faire des preuves en qui il dit, bon, ça c'est une compétence qui est à l'extérieur, à qui je peux faire appel, un peu comme certains chefs d'État qui le font. Yaïbouni en a fait. Avec les certains ministres, l'ancien ministre de l'économie et des finances par exemple, et l'actuel ministre Koupaki, etc. C'est comme ça se passe. Il fait appel et il les met au travail. Maintenant, il y a eu des propositions. Quand là, c'est l'aspect politique, purement politique rentre en jeu. Je veux pour faire l'équilibre régional dont on parle, pour que ça se passe bien, pour qu'on ne dise pas que oui, il est de telle région, il est de telle localité. C'est beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Et donc, affaire de clan, oui, je dis et je répète, au risque de ne pas et donc, dire ce qui ne devrait pas. Les membres du gouvernement font partie du clan. Mais aujourd'hui, au cours du chemin, même s'il y en a parmi eux qui ne faisaient pas partie du clan du chef de l'État, et au cours du chemin, il a placé leur confiance, et sa confiance en eux, il a vu en eux des cadres compétents, hommes comme femmes, et la confiance y est. Vous devenez désormais membre du clan. Du clan. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de confiance. Si je peux avoir également une précision, est-ce que les membres du gouvernement, par exemple, les ministres,
font partie du clan de Patrice Talon? Je voudrais ne pas répondre à cette question, mais apporter une clarification. Autrement, Tout en répondant. Non, mais parce que c'est très difficile de définir le clan du président de la République, parce que c'est lui qui parle de clan. Mais je voudrais juste dire... Mais quand on prend les membres du gouvernement, allons, vous savez, Je dirais simplement que le président de la République est très fidèle en amitié. C'est une qualité très, très rare. C'est vrai que c'est un monsieur frileux des compétences. Au-delà des compétences, il est très fidèle en amitié. Sinon, garder un ministre en poste pendant 10 ans, j'espère, il y en a qui resteront, ceux qui seront là pendant 10 ans, et même peut-être après, il peut recommander d'autres. Au-delà des compétences, c'est quelqu'un qui tient. Donc moi je pense que sa réflexion, je le soupçonne, j'analyse, de parler du clan réside dans l'attachement. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de relations interpersonnelles qu'il a avec certains membres de sa famille politique. Donc, je ne sais pas ce qu'il met dans le clan, mais j'estime que ça va être forcément ses amis les plus proches. Et les membres du gouvernement? Ah, mais il a des amis les plus proches, certainement au gouvernement, même s'il n'en avait pas une, même s'il ne les connaissait pas, il a fait d'eux des amis les plus proches. Vous pensez que il n'est pas votre ami, il est très compétent, vous pouvez garder, il y en a, les compétences sont... Il y en a. Mais néanmoins, le président de la République, il a la faiblesse d'être fidèle en amitié. Très bien. C'est une qualité. Mohamed Hamidi, sur la même question. J'ai déjà répondu. Les membres du gouvernement. Bon, pour moi, c'est pas un clan. Et donc, Vous pouvez vous retrouver au gouvernement par recommandation. Ce n'est pas toujours par amitié ou pas parce que le président vous connaît personnellement. Et vous pouvez faire 10 ans au gouvernement sans être l'ami du chef de l'État. Tant que vous êtes là et vous faites bien sûr pourquoi il a placé en vous sa confiance. Si vous continuez de mériter sa confiance, ce n'est pas parce que vous méritez la confiance du chef d'État par rapport, comment l'appelle-t-on, au portefeuille qu'on vous a confié que vous êtes désormais amis proches ou bien dans le clan du chef de l'État. C'est ma compréhension de la chose. Très bien. Et donc, s'ils ne font pas partie du clan du chef de l'État, alors, qui sont ceux qui font partie du clan? À mon avis, ce n'est pas ceux qui sont partis du clan qu'il faut chercher, mais plutôt de voir là où le clan s'arrête. Et donc, pour moi, j'ai dit que quand il dit qu'il n'est pas dans l'idéal de promouvoir des gens de son clan, ça veut dire qu'il a remis le jeu au niveau des partis politiques. Parce que vous pouvez être dans son clan et ne pas être assis dans les partis. Tout comme vous pouvez être assis dans les partis et peut-être ne pas être dans son clan. Donc, pour moi, la chose, c'est clair. Il tient à sa réforme. Il veut que les choses se passent de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous étiez du clan du chef de l'État, ou même si vous êtes du clan du chef de l'État, cela ne vous suffira pas pour être désigné candidat ou pour qu'il puisse porter son choix sur vous. C'est tout simplement ma compréhension de la chose. Très bien. Et donc, si je vous résume, c'est tellement... il y aura peut-être très bientôt une clarification alors de ce que le chef de l'État dit. Ça se passera au niveau des partis. Il y aura forcément les jours à venir et apporter des clarifications. Vous allez constater que de façon évolutive. Est-ce que Olivier Bocco était membre du clan? Je me réserve de me prononcer sur ça. Mais de toutes les façons, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, vous verrez le président Patrice Talon, dans son discours, vous allez comprendre. Les choses vont s'éclaircir de façon évolutive. Si vous étiez, nous étions, c'est-à-dire que nous remontait le temps et que vous me posez la question de savoir si Olivier Bocco est du clan chef de l'État, sans hésiter, je vais vous dire oui. Ah non, mais il a dit qu'il était son frère. Comment vous pouvez être du frère ami de quelqu'un sans être... c'est à lui de savoir s'il est dans son clan ou pas. Voilà. Moi, je pense qu'il est de son frère. Il est son frère, il a dit. Je m'assène juste par rapport à ce qu'il a dit. Vous croyez que quelqu'un à qui on confie sa sécurité n'est pas de son... Vous savez, c'est pas... Écoutez, bon, ce que je veux dire là, on n'a même pas besoin d'aller à la Sorbonne pour comprendre ça.
Pour autant, je peux être votre frère, ça ne me donne pas, ça ne me donne pas le quitus. Je ne voudrais pas philosopher sur non, la non, question. non, ça ne me donne pas le quitus pour que je puisse garantir je votre crois sécurité. que cette question a Voilà, été répondue et c'est justement en faisant allusion à Olivier Bokor il a fait cas de ce que il ne fait pas la promotion donc de Ça, son il l'avait clan déjà dit et de sa depuis famille. près d'un an. Exactement. Ça Et fait- donc cela pourrait se comprendre bien évidemment. Et donc on va espérer très bientôt qu'il y aura d'autres éléments pour permettre à nos invités d'avoir une idée très claire des membres du clan. Alors, tout ce qui est important, c'est que ça pourrait- se passe bien au niveau des partis. au niveau des Le partis reste, politiques, c'est bien compris. Très bien. Mesdames et messieurs, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler du procès d'Anivor. Vous le savez, le 11 mars dernier, la session criminelle a débuté et puis justement, l'affaire d'Anivor, le procès a repris pour ces nombreux Béninois qui voudraient avoir une certaine idée de ce qui s'est passé depuis 15 ans. 4 jours n'ont pas suffi, Isaac Agaï, pour avoir la manifestation de la vérité. Et donc la prochaine audience, c'est pour le mercredi prochain. 4 jours ne pouvaient pas vraiment suffire non plus aussi. Parce qu'on a fait enquête pendant 15 ans pratiquement. 4 jours de procès, le procureur a fait tôt de pouvoir dire qu'il va finir ce procès, vider le procès en 4 jours. Bon, il a estimé, mais je crois que nous devons permettre quand même à ce que la manifestation de la vérité, avec les déballages et tout ce qu'il faut, je pense qu'il y a de nouveaux éléments qui sont venus se greffer au résultat de l'enquête. Donc, l'instruction va se poursuivre au fur et à mesure que le procès va se poursuivre. Et j'espère bien que, autant que les Béninois, que au terme de ce procès, l'âme de Hubert Pierre Danyimor va se reposer en paix. Pour le peu que vous avez suivi, Pour le peu que j'ai suivi, je pourrais vous dire, je peux me permettre de vous dire que sans vouloir influencer, nous avons des limites. À ne pas donc franchir, il évidemment. risque d'avoir de très gros rebondissements dans les jours à venir. Parce qu'il y a des noms de personnalités qui sont en train de circuler, que vous savez, sur les réseaux sociaux, dans le procès. Et je doute fort que, à partir de ce moment, le politique risque de s'impliquer encore au cœur de ce procès. Ça risque de se... Parce que, écoutez, on va appeler les choses par leur nom. On ne peut pas être en train de citer quand même le nom d'un chef d'État en plein procès pour dire il a instruit d'aller vers Un ancien. un ancien chef d'État, oui, on le sait, tout le monde est quand même sur le procès, pour dire il m'a instruit d'aller remettre de l'argent à quelqu'un en prison, celui-là qui est soupçonné, qui a avoué avoir tué un cadre de la République qui aurait, parce qu'aujourd'hui je dis qui aurait, il est en train de remettre ça en cause, cette déclaration, qui aurait tué un cadre de la République quand même, et que le président de la République est en train d'envoyer un de ses anciens ministres remettre de l'argent, peut-être de l'argent de poche à celui-là. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a déclaré, et qu'on reste là, qu'on n'aille pas au bout de la vérité. Moi je pense que si je dois dire quelque chose sur ce plateau, il peut y avoir de rebondissements. Un rebondissement, et demander même à la limite que l'immunité de l'ancien président soit peut-être enlevée pour qu'il se présente devant la justice, pour nous dire de quoi il en est question, parce qu'il faut qu'on l'écoute. Voilà. Mohamed Liamidi, c'est vrai qu'il y a certains observateurs qui estiment que pour la manifestation de la vérité, il faudrait donc passer également à une autre étape, écouter peut-être des personnes qui sont nommément citées. Bon, vous savez, cette affaire, pour moi, ça pose un grave problème. Je vais vous dire réellement ce que j'en pense. D'abord, à commencer par le nombre de jours de procès. Peu importe, ça peut aller à 50 jours. Tant que ça respecte le code de procédure, tant que ça respecte la loi, il n'y a pas de problème. C'est ce dont la République a besoin. Parce que dans une République, le rôle de la justice, c'est de faire en sorte que la loi soit correctement appliquée. C'est ça qui est important. Et seule la justice dans un pays dit ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc, le besoin d'écouter ou d'écouter tel, moi je laisse ça à la justice. La justice n'a qu'à faire son travail
et qu'on permette à la justice de pouvoir bien faire son travail. C'est ce qui est important. Vous pensez que ce n'est pas important d'écouter des personnes qui concitent? Je n'ai pas à penser ça. Ce que j'ai à réclamer, c'est que ce qui doit être fait conformément à la loi, puisque je viens de dire que c'est la justice qui décide de ce qui est juste ou pas, donc il revient à la justice de décider si on doit écouter quelqu'un ou pas. Si la justice décide, pas de problème, moi, ça me va. Si la justice décide que cela n'est pas nécessaire, moi, je me conforme. Il n'y a pas de sentiment personnel pour moi à avoir par rapport à ça. Maintenant, je disais que pour moi, cette affaire pose un problème grave, en ce sens que on parle quand même de la disparition d'un cadre de l'administration, c'est-à-dire d'un citoyen béninois. Et donc moi, quand je prends la chose de cette manière, on ne m'a pas dit que c'est le secrétaire général du ministère. On ne m'a pas dit que c'est un membre du cabinet. On ne m'a pas dit si. Ce qui me taraude, je ne comprends pas comment la disparition d'un cadre de l'administration, la disparition d'un citoyen peut devenir une affaire d'État, au point que le service de renseignement soit mêlé, au point que le service de sécurité du président soit mêlé, au point qu'on commence par citer des noms d'autorités, de ministres et bien même d'anciens chefs d'État. C'est là le problème que moi j'ai. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, ça pose la question, encore une fois, de l'état de droit et donc de la séparation des pouvoirs. C'est ça le problème. Quand quelque chose arrive, il y a bien de choses qui peuvent arriver dans une république. Et la République a prévu que quand ça arrive, il y a des gens qui doivent s'en occuper. Des structures, vous voulez parler des structures, c'est vrai que... Donc on laisse simplement ceux qui doivent s'occuper des problèmes, quand ça arrive, s'en occuper. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là, au point qu'aujourd'hui, on commence par citer des noms, et qu'on en arrive à citer des noms d'anciens chefs de l'État. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, on se demande, est-ce qu'il faut le faire appel, est-ce qu'il doit être écouté ou pas? C'est ça le problème. Si on avait fait les choses dans les normes, si on avait fait en sorte que les choses se passent conformément aux lois de la République, que chacun reste dans son pouvoir et exerce son pouvoir conformément à ce que la loi ou les lois de la République ont prévu, on ne serait pas arrivé à cette situation-là. C'est ça le problème que moi je voudrais poser. Et c'est ça qui alimente par ailleurs toute cette suspicion qu'on a autour de l'affaire, qui amène à se poser la question de savoir est-ce que c'est un hasard, cette coïncidence entre le temps politique et le temps de la justice? Parce que tout le monde se demande, on se pose des questions. Beaucoup de citoyens se demandent aujourd'hui pourquoi maintenant, pourquoi l'affaire arrive maintenant. Je ne sais, l'affaire peut venir à n'importe quel moment, puisque c'est pas prescrit. C'est pas, la loi n'a pas, ça dit que la loi n'interdit pas cela. Et donc la loi n'a pas dit que voilà le moment où on peut poursuivre quelqu'un, voilà le moment où une affaire peut venir devant le juge, voilà le moment où l'affaire ne peut pas venir. En plein, je me rappelle, il y a seulement quelques mois, aux États-Unis, Donald Trump il faisait l'objet de poursuites, il passait devant le juge pendant que la campagne était lancée. Pendant que la conquête a débuté pour la Maison-Blanche, ça n'a pas empêché que le vote se passe. Et il n'a pas, même si cela peut arriver, mais ce n'est pas devenu une suspicion générale au niveau des Américains que c'est parce qu'on cherche à barrer la voie. On n'est peut-être pas dans les mêmes réalités. Donc pour moi, on n'est pas dans les mêmes réalités parce qu'on n'a pas toujours fait en sorte que la loi soit appliquée. Celui qui circule dans la rue, il ne respecte pas la loi. Celui qui est dans l'administration, il ne fait pas en sorte de se conformer à la loi. Et donc, à aucun niveau, on ne fait en sorte que les choses se passent. Ça veut dire qu'on n'a pas la volonté spontanée de faire en sorte que les choses se passent conformément à la loi. C'est ça qui crée la suspicion générale. Et tout le monde se pose la question de savoir pourquoi maintenant, alors que lorsqu'un dossier vient devant le juge, on ne devrait pas. Tout ce qui est important, c'est que la loi s'applique et que la vérité se manifeste. Très bien. Théodore Moussa? Non, je fais mienne une partie des analyses de l'IA Midi, puisque depuis que cette affaire a éclaté, avec l'évolution, tout ce qu'il y a eu comme feuilleton auquel nous avons assisté depuis 2011 jusqu'à la chose, je me suis aussi posé cette question, la question de savoir, mais pourquoi autant d'acharnement, pourquoi le cas Pierre-Yves Danivron? Nous avons eu des situations dans ce pays
de disparition de personnalités, d'autorités, de cadres, mais pour lesquels il n'y a pas eu de développement ou de rebondissement. Ça n'a pas été politisé. Je ne veux pas citer de nom, vous savez de quoi je parle. Depuis certains régimes. Alors, on peut s'interroger sur combien de cadres peut-être disparaissent, que les gens appellent, que la direction du service appelle, l'invite à reprendre service au niveau des radios, des diffuseurs, etc., qui ne reprennent pas service. Personne, on n'en parle pas. Mais pourquoi politiser le cas de Pierre-Hubert Dainvor? C'est une question que je me suis posée aussi. C'est pourquoi j'ai dit, je fais une partie des analyses de Liamedi. L'autre chose, je dis... Pour la manifestation de la vérité, je dis, dans le développement, s'il vous plaît, M. Romial, dans la procédure, même quand vous écoutez les uns et les autres, on s'interroge sur la question de savoir, mais est-ce que les services qui ont été instruits, je parle peut-être de la police judiciaire qui a fait les enquêtes, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu émission? C'est-à-dire, il y a des gens en dehors qui ne devraient pas se retrouver, c'est-à-dire se mêler à l'enquête. Y a-t-il eu des pressions politiques, des injonctions, autant de questions qu'on se pose, ce qui a fait que le procès, je dirais, les enquêtes ont été menées peut-être à bien, à un niveau donné, avec des preuves palpables, puisque des médecins légistes ont été invités. Et on fait un travail des médecins également. On fait un travail sur ce qu'on a, les pièces, excusez-moi de le dire ainsi, du corps de Dainvor. Et on certifie que oui, c'est bel et bien son corps. Alors, pourquoi tant de rebondissements d'autres institutions, d'autres services, d'autres personnes se sont vus impliqués, ont été impliqués dans le dossier, ce qui a rendu la procédure peut-être bancale et qui nous amène jusque là aujourd'hui. Ce que nous ne sommes pas au niveau de la justice, tout ce que le peuple veut, et peut-être les parents de Dainvor, c'est que la lumière soit faite d'ici là, pour que la vérité, ce qui est sûr, on ne peut pas dire qu'on a caché Dainvor 15 ans après pour nous le sortir. Non. Très bien. C'est que Dainvor n'existe Moussa, plus, malheureusement. Théodore Moussa, vous permettez? Oui, allez-y. A-t-on besoin... voilà. Vous savez que certains observateurs estiment, puisqu'il y a des noms qui sont cités, notamment des noms de personnalités, est-ce qu'il n'est pas essentiel aujourd'hui que la justice également fasse appel à ces personnalités pour qu'elles soient écoutées? C'est à la justice d'évaluer, de savoir quelle serait la procédure indiquée. Nous, à notre niveau, nous ne pourrons que faire des commentaires. Nous n'avons pas d'instruction ou d'ordre à donner à la justice. Elle est la seule à savoir quelle est la procédure, comment procéder pour que l'affaire aille au bout. L'essentiel, c'est que la vérité jaillisse d'ici peut-être la fin de cette semaine, puisque mercredi ça reprend, la semaine prochaine peut-être, I don't know, quel est le timing qui sera, pour que les gens soient situés et qu'on fasse, que la famille fasse le deuil de leur défunt. Je dis une fois encore, on ne va pas nous dire que Dainvor est caché quelque part, on l'a nourri pendant 15 ans et que non. Il faut soyons clairs. De toute façon, nous ne sommes pas la justice, comme vous l'avez dit. Oui, donc, nous ne sommes pas le verdict, certainement, nous l'aurons d'ici là. Oui. La vérité ne jaillira qu'au bout de l'instruction et des auditions. Nous n'avons rien contre personne, ni qui que ce soit, de façon personnelle, individuelle ou politique. Il y a des enfants quelque part qui veulent faire le deuil de leur père, de leur papa. Il y a une épouse ou des épouses quelque part qui veulent faire le deuil de leur mari. Des parents qui sont quelque part. Et il ne faut pas faire la langue de bois sur le plateau ici. La justice doit écouter tous les acteurs impliqués dans cette histoire. Nous savons que déjà, la politique s'était déjà impliquée hautement dans ce dossier il y a 15 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le travail à moitié. Sinon, soyez rassurés, ça peut ressortir, rebondir encore dans 5 ans, dans 10 ans, et rattraper aujourd'hui les acteurs qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas allés au bout de ce qu'il faut
pour la manifestation de la vérité. Les uns les autres doivent être impliqués. Il n'y a pas de super citoyen. Il faut écouter tout le monde et que la vérité se manifeste. On dit pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de rebondissements. Danny-Vo n'est pas un citoyen ordinaire, encore que la vie de tous les Béninois, puisque la Constitution dit que nous protège déjà la vie est sacrée. Donc, Danny-Vo était un cadre de la République. Et n'est pas n'importe quel cadre de la... Il était un syndicaliste. Oui, il paraît, ou bien, sauf erreur de ma part. Encore que, est-ce qu'il y a un dossier qui détenait... Est-ce qu'on a été obligé de... Je suis en train de faire de la fiction. Et justement, la justice, pas de la fiction. Oui. Voilà. Mais pour vous, il faut écouter donc tous ceux qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité. En tout cas, la session criminelle se poursuit puisqu'il y a une ordonnance qui a été prise par le procureur pour pouvoir donc proroger la session criminelle. Certainement, l'audience du 19, du mercredi prochain, peut-être il y aura d'autres audiences encore pour que la vérité, pour que justement nous ayons le verdict, que nous puissions connaître vraiment ceux qui sont impliqués peut-être dans la disparition de Pierre Urbain Danny-Vo. Et certainement nous reviendrons ici, mesdames et messieurs, pour pouvoir vous en parler au travers donc de votre émission 120 minutes Actu Soir. Et c'est donc la fin de nos discussions. Isaac Agaï, merci acteur politique. Merci à vous Mohamed Liamidi, vous êtes analyste politique. Théodule Nonsa, merci également à vous, vous êtes journaliste. Mesdames et messieurs, merci à vous parce que vous nous avez suivis également. Merci à tous ceux-là qui témoignent leur fidélité donc à nos programmes sur ETélé. Vous restez disponibles sur nos différents canaux digitaux. Vous avez notre chaîne YouTube ETélé Bénin, sans oublier notre site internet www.etélébenin.com. Vous avez notre page Facebook et notre compte Insta. Ces différents canaux vous permettent donc de ne rien rater de nos différentes productions. Merci donc de rester toujours fidèles. Nous allons nous retrouver donc nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir à partir de 18h30 pour un autre numéro de votre émission 120 minutes Actu Soir et depuis bien évidemment le studio François Xavier Noumon et vous savez ETélé avec vous pour vous.